Très bien. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans L'Art entre les lignes, l'émission dédiée à l'actualité de l'édition en histoire de l'art. Organisée par le magazine d'art L'Œil et l'Institut national d'histoire de l'art où nous sommes ce soir, L'Art entre les lignes nourrit de grandes ambitions. Vous faire découvrir des livres, des auteurs et des autrices, vous donner envie de les lire et de les partager. Après une dernière émission consacrée au thème des passeurs d'art, c'était Jean Cassou, Iris Clerc et Daniel Arras, émission que vous pouvez revoir sur la chaîne YouTube de l'INHA, nous nous intéressons ce soir au corps dans l'art. Le corps à l'épreuve, c'est le titre que nous avons choisi pour ce soir. Alors, à l'épreuve de quoi? Eh bien, à l'épreuve de la lecture et à l'épreuve du temps. Peut-on lire un corps peint ou sculpté comme on lirait, par exemple, un texte? Le corps a-t-il toujours eu la même valeur et la même signification à travers les siècles? Et puis cette question, à laquelle nous tenterons peut-être d'apporter une réponse, peut-on lire les corps, par exemple ceux de Mars et Vénus, de Botticelli, avec nos yeux contemporains ouverts aux études féministes ou de genre ou racialistes? Je vous poserai la question. Bonsoir Stéphane Toussaint, normalien et ancien membre de l'école française de Rome. Vous êtes philosophe et historien de l'humanisme, spécialiste notamment de Marcille Fissin, directeur de recherche au CNRS. Vous êtes également associé au centre André Chastel, laboratoire de recherche en histoire de l'art, directeur d'ouvrages, auteur de monographies et de nombreux articles, dont récemment Warburg, Sassetti et les Centaures, et encore Sangallo, Ghirlandaio, Fissin ou le Soleil de la Santa Trinita, des deux articles qui ont paru dans la revue de la société Marcille Fissin. Vous nous avez surpris, c'est étonnant, en publiant un essai étonnant, passionnant, pour ne pas dire décapant, Le songe de Botticelli, paru chez Azan. Actuellement, vous travaillez sur les fresques de la chapelle Tornabuoni de la basilique Santa Maria della Novella à Florence, dont nous direz peut-être quelques mots tout à l'heure. Bonsoir, Nadège Lannéry-Dagen, agrégé d'histoire, docteur en histoire de l'art, vous êtes spécialiste de peinture et professeur d'histoire de l'art au département art de l'École normale supérieure, département que vous dirigez. Vos travaux portent sur les rapports entre les arts et les sciences, et notamment l'anatomie et la médecine de la fin du Moyen-Âge au début de l'époque moderne. Nous vous devons différents ouvrages sur le sujet, dont L'invention du corps, un grand livre qui est apparu chez Flammarion en 1997, nous en parlerons, et qui a été réédité depuis dans la collection Souple, mais aussi un autre ouvrage, L'enfant dans la peinture, édité par Citadel et Masno en 2011, entre autres. Vous avez également dirigé plusieurs colloques internationaux sur la question, sur la physiognomonie, par exemple, et un plus récent, sur l'art au risque de l'âge, que je tiens entre mes mains, et qui a donné lieu donc à cet ouvrage paru aux éditions du CNRS, c'était en 2021, tout récemment. Parmi les expositions dont vous avez été la commissaire, on se souvient de La Toilette, naissance de l'intime, avec Georges Vigarello au musée Marmottan-Monet, c'était en 2015, et le catalogue apparu chez Azan. Actuellement, vous travaillez à un nouveau livre, vous nous en parlerez, sur les images impossibles, c'est-à-dire les images cachées ou montrées, c'est ça, qui paraîtra en 2024 chez Gallimard. Et je signale en outre la sortie en février dans votre actualité, dans la collection Folio Gallimard, cette fois, de votre roman L'étoile brisée, dont l'intrigue se déroule tout naturellement à la Renaissance, à la même période que l'exécution du tableau de Mars et Vénus de Botticelli. Mais je ne propose de ne pas vous faire attendre, mesdames et messieurs, plus longtemps, et de rentrer dans le vif du sujet par la lecture d'un extrait de votre livre, Stéphane Toussaint, Le songe de Botticelli. Ouvrez grand vos oreilles, mesdames et messieurs, je vous promets que vous ne serez pas déçus. Pauline Moulaine, c'est à vous. Étudiez attentivement. Le doigt indiquant la garde est le majeur, celui que les latins qualifient de digitus impudicus ou de doigt honteux. Ce qu'il connote allusivement, tout d'abord la dérision. Ensuite, l'homme adonné à l'éros passif. Ici, probablement les deux. Soudé à la barre qui forme un bel I majuscule, ce majeur impudique correspondrait-il à une quelconque initiale? Par exemple, celle de l'infinitif infilzare, qui veut dire passer par l'épée. Mais infilare, imbucare, improntare, verbe synonyme d'une pénétration commençant par la lettre I, traduirait la même idée.
allusion érotique dans l'illusion d'optique, Mars serait comme un enfilé, métaphoriquement pénétré par l'épée sur laquelle il sommeille en priant discrètement Vénus d'aller se faire voir ailleurs. Do not disturb. Choquante supposition? Outrageuse hypothèse pour un Botticelli? On conçoit qu'elle provoque un scepticisme gêné. Si la lame défouraillée sous les reins du dieu existait dans une peinture différente et sans équivoque aucune, on pourrait autrement la faire parler. Mais l'axe de l'épée se glisse sous la pomme demi-nue du derrière de façon si intime que Botticelli semble restituer à Mars son arme pour en priver Vénus. Ce dévergondage mythologique aurait-il des précédents? Est-il d'ailleurs fondamental de lui trouver des sources précises? Par elle-même, l'image en dit suffisamment. Toutefois, dans le virulent petit monde littéraire de Botticelli, l'écho d'une répartie publiquement échangée entre Luigi Pulci et Matteo Franco sous le signe de Sodome nous revient en mémoire. Rends à Mars son épée. L'apostrophe appelle probablement un sens honteux chez ces versificateurs paillards se disputant la palme de l'ignominie. Quant à enfiler Mars, un sonnet injurieux de Franco, encore lui, l'évoquait à sa drôle de façon. Le poète y insultait un interlocuteur obscur à grand renfort de sodomie des dieux planétaires. « Ô mon alchimiste, pénètre Mars !» conseille Franco à son souffre-douleur, soucieux d'apprendre l'art alchimique. Au moins, dans ce pétillant milieu, pratiquait-on sans complexe l'irrévérence envers le dieu astrologique de la guerre. Bonsoir Stéphane Toussaint. Alors cet extrait nous donne un bel aperçu de votre livre, un essai à la fois érudit et léger, sérieux et drôle, dans lequel vous proposez une relecture d'un tableau iconique de Botticelli, son Mars et Vénus, peint vers 1483 et qui est conservé, on le sait, à la National Gallery de Londres. Dans cet essai, vous dites que l'on se serait trompé sur Botticelli, que nous serions, ce sont vos mots, dupes, que les historiens de l'art en auraient fait le peintre de la grâce, des Vénus, de l'amour, alors qu'il serait au contraire le peintre de l'homo-érotisme et du burlesque. Là aussi, c'est votre mot. Que son Mars et Vénus serait même un manifeste contre le mariage. Vous allez nous exposer cette thèse, s'il est une thèse, mais avant, présentez-nous en quelques mots ce tableau. Décrivez-le nous, s'il vous plaît, Stéphane Toussaint. Et tout d'abord, merci de cet accueil et de cette plaisante conversation. Décrire le tableau est très simple. Il a tellement été décrit par de si illustres historiens d'art que la tâche en est facilitée. Vénus à gauche, Mars profondément endormi et abandonné sur son épée, et maintenant que tout est dit, je n'ai pas à gloser sur cet aspect, et des satyres, surtout des satyres, et l'absence totale de Cupidon et d'Éros. Ce qui est la première anomalie, car si on se souvient bien de la représentation canonique du triangle Mars, Vénus, Cupidon, on s'attendrait dans un tableau de ce type qui souvent a été considéré comme un tableau nuptial destiné à orner les chambres à coucher des riches florentines et des riches florentins, on s'attendrait, disais-je, à la présence de Cupidon. Cupidon est absent. Il est remplacé par des petits satyres. Et c'est à partir de là que l'on peut commencer à s'interroger sur la signification véritable. Vous dites que je dis qu'on s'est trompé. Non, c'est Botticelli qui nous trompe. Alors justement, présentez-nous votre thèse. Quelle est-elle? Ce n'est pas une thèse, ce n'est pas une solution définitive, c'est une tentative de décomprimer une image qui, à mon sens, a été écrasée dans la mémoire collective. Pourquoi? Mars et Vénus appartiennent à la Sainte Trinité botticellienne. C'est-à-dire la naissance de Vénus et le printemps. Et depuis Warburg au moins, c'est-à-dire depuis la fin du XIXe siècle, nous avons l'habitude de lire que les principaux inspirateurs de Botticelli seraient ou Marcille Ficin, grand philosophe traducteur de Platon, ou Ange Policien,
grand poète érudit et ami de Laurent le Magnifique. Et je crois que cette focalisation sur ces deux sources illustres ont contribué à faire disparaître derrière le rideau de Mars et Vénus une foule d'auteurs qui, eux, n'écrivaient pas en latin, mais en italien et en toscan, et que Botticelli lui-même lisait quotidiennement. Boccace, Luigi Pulci, auteur du Morgante, et puis toutes ces petites chansons grivoises que l'on chantait durant les noces et qui résonnaient dans les rues de Florence. Donc pourquoi ne pas tenter d'écouter la peinture plutôt que d'essayer de déchiffrer son mystère à travers des sources excessivement érudites? Et c'est ce que j'ai tenté de faire en offrant, pourrait-on dire, une espèce d'espace supplémentaire à la lecture et l'interprétation, faire respirer la peinture et la laisser chanter. Ce n'est pas imposer une thèse, ni formuler une solution définitive. Alors par exemple, vous nous dites que les abeilles ou les guêpes ne seraient pas des guêpes, mais des frelons. Vous nous dites que le coquillage serait l'allusion du sexe féminin, c'est ça? Sur quoi vous basez-vous? Sur quelle source? Ces fameuses chansons dont vous avez parlé? Eh bien, d'abord, on sait que Botticelli est le peintre de la coquille de Vénus, puisque la naissance de Vénus s'accomplit dans une gigantesque coquille Saint-Jacques, totalement fantasmatique, puisqu'aucun coquillage ne correspond à cette réalité dans la nature. Il y a aussi un coquillage dans Mars et Vénus. Et ce coquillage, c'est ce que l'on appelle en italien ancien le nicchio, c'est-à-dire la coquille fossile ou simplement réceptacle du mollusque. Or, il se trouve qu'il y avait à l'époque, dans la Florence du Quattrocento, des chansons qui circulaient sur les allusions impudiques à cette nature féminine symbolisée par ce coquillage. C'était à l'époque une chose tout à fait courante. Ça n'a rien d'érudit, rien de mystérieux. Simplement, ces chansons ont fait l'objet d'une censure à partir du moment où on a considéré que Boccace, Pulci étaient des auteurs impudiques et qu'il fallait absolument, dans la mesure du possible, effacer ce genre de traces. Et ça se produit au tournant du XVIe siècle, vers 1570. Avant cela, il existe un Quattrocento dont on a un peu perdu la mémoire. Et mon rôle, au fond, dans ce livre, ou mon plaisir, a été de rafraîchir les mémoires. D'autres plaisirs. Alors, je vais citer la chansonnette de la coquille. Alors, je ne sais pas sur quelle était la mélodie, mais juste pour replacer les sources. Si je me tape pas la coquille, pas moyen d'avoir la paix. Ma coquille c'en est une, folle alliée si à la fin, elle en a l'air tout grognon, elle aimerait bien s'activer, ma coquille elle est boisée, etc., etc. Où est-ce que vous avez retrouvé ces canzoni? Alors cette chanson en particulier, la Canzonetta del Nicchio, qui est une chanson qui date du Trecento, c'est-à-dire du XIVe siècle, était la chanson que l'on faisait chanter en général aux jeunes mariés ou aux fiancés. Bon, il n'y a pas si longtemps, au début du XXe siècle, il suffisait d'aller à la campagne en France pour écouter dans des noces des chansons de ce type. Bon, cette chanson est conservée dans un manuscrit qui est à Parme, un manuscrit en langue vulgaire, c'est-à-dire en italien, en toscan, et c'est le seul exemplaire, il en reste quelques autres, mais de cette version-là, qui est la version à mon sens la plus ancienne, c'est le seul exemplaire qui nous demeure. D'autres chansons citées par Boccace, nous n'en avons que le titre, nous n'en avons plus le texte. Par bonheur, ici, nous avons tout le texte. Alors parfois, vous allez un peu loin. La lance, par exemple, qui se situe derrière, on a parlé de l'épée, mais il y a une lance à l'arrière-plan du tableau, et vous voyez dans le disque et la garde de l'épée, peut-être une transcription, une allusion à la sodomie. Je n'y vois pas une transcription moi-même. Il se trouve qu'à l'époque, il était courant, lorsque l'on se plonge dans cette littérature particulièrement licencieuse, de jouer sur, à ce moment-là, on va parler de symbolisme physionomique et toutes les formes circulaires. Il suffit de lire Pulci, par exemple, il suffit de lire Matteo Franco, même Laurent le Magnifique, le sublime, le grand, le merveilleux Laurent le Magnifique, qui, au début de sa carrière, a écrit des chansons extrêmement grivoises, nous présente toutes sortes de métaphores circulaires qui pourraient se prêter, en l'occurrence, à ce genre d'interprétation. La lance elle-même,
qui s'appelle en italien « Lancia o mazza picchio », est présente dans la chansonnette de la coquille. Car au fond, cette chansonnette est intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle nous livre 3 indices. La présence du coquillage, la présence de la lance elle-même et la présence du petit satyre diablotin courroucé qui tente de réveiller en vain Mars assoupi sur son épée. De qui est-ce le livre, Le songe de Botticelli? Du philosophe ou d'un historien de l'art? Un philosophe prêté à l'histoire de l'art. L'historienne de l'art ici, ce soir, c'est ma collègue Nadège. Moi, je suis un philosophe prêté à l'histoire de l'art et que ce tableau a intrigué, car, étant familier de Ficin, j'ai trouvé que les clés ficiniennes ne permettaient pas d'ouvrir la serrure botticellienne, si je peux oser cette métaphore. Et il était donc absolument nécessaire d'aller rechercher ailleurs d'autres sources. Or, il se trouve que ces sources-là, c'est la raison pour laquelle j'ai assorti mon livre d'un appendice, sont des sources qui sont très peu connues en France et qui demandent encore à être traduites. Mais c'est la littérature à laquelle Botticelli et Policien faisaient référence au quotidien. Alors, Nadège Lannéry d'Agen, vous l'avez lu, Le songe de Botticelli. Puis-je vous demander quelle lecture vous en avez faite en tant qu'historienne de l'art? C'est pas commun, c'est pas courant, des livres comme celui-ci. Vous me faites porter une responsabilité terrible, l'historienne de l'art de l'émission. Non, je l'ai lu avec étonnement, incontestablement, avec donc beaucoup de surprises, avec beaucoup d'amusement, mais réellement, parce que Stéphane Toussaint est quelqu'un d'extrêmement érudit, extrêmement sérieux, mais il sait écrire. Et il sait écrire de façon aussi leste que le sujet est leste, parce que le sujet est leste. Et donc, c'est réellement un bonheur. Après, eh ben, il y a de l'agacement. Et le premier agacement est ce que j'appellerais un agacement d'estime. Comment a-t-on pu s'aveugler devant cette Vénus qui reste habillée, qui a l'air boudeuse? Comment est-ce qu'on a pu refuser de la voir et, au fond, refuser de comprendre qu'elle était frustrée? Et l'un des points de départ de Stéphane Toussaint, c'est ça. Donc, c'est ce que j'appelle l'agacement d'estime. Je crois qu'il y a des grands tableaux en ce moment. Les époux Arnolfini en sont un. La Joconde va en être un, peut-être un jour, bientôt. Sur lesquels, à force de répéter non pas les mêmes interprétations, mais des interprétations qui s'affinent l'une l'autre, on ne regarde plus les tableaux. Et je dois dire que le décapage radical qu'a produit Stéphane sur cette Vénus et Mars est jubilatoire. Parce que vous en faites, Stéphane Toussaint, un manifeste anti-mariage. D'ailleurs, vous citez un des cauchemars de Botticelli dans lequel il aurait fui le mariage. Alors, un manifeste, si l'on pense, vous parliez tout à l'heure des études de genre et du féminisme, on pense en militant. Botticelli n'est pas un militant, Policien n'est pas un militant, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas légaliser l'interdit. Ils essaient de faire passer en contrebande, dans un milieu où l'intelligence collective est extrêmement sensible sur ces sujets, un message qui est un message de toute façon véhiculé par la littérature médiévale ou la littérature tardo-antique, qui est, on va dire, cette espèce de charge contre le mariage qui appartient au topoi de la littérature satirique et critique de l'époque. Il est de coutume de dénigrer le mariage et bien sûr de dénigrer les femmes, puisque ça appartient à une tradition qui est aussi misogyne, chez un certain nombre d'intellectuels, par amusement, très souvent. C'est le thème de tant de nouvelles de Boccace. Mais il se trouve qu'ici, l'amusement permet en même temps d'envelopper une intention beaucoup plus grave et beaucoup plus subversive, qui est celle, effectivement, dans le milieu de Policien, auteur d'Orphée, poète sodomite, chanteur sodomite. Il y a une très belle gravure de Dürer qui date à peu près de cette époque, 1490, qui nous présente Orphée comme le premier sodomite. Eh bien, Policien écrit un Orphée, et il se trouve que Policien est aussi un grand ami de Botticelli. Tout ce monde s'amuse avec un sujet qui, à l'époque, était certainement un sujet à la fois
blasphème et à la fois jubilatoire, pour reprendre le mot de Nadège, car on faisait des gorges chaudes sur ce thème à Florence. Alors Nadège, nous allons écouter dans un instant un extrait de votre livre « L'invention du corps ». Avant, je vais vous poser une question. Comment peut-on expliquer que les historiens de l'art, l'histoire de l'art, ne se soient pas attachés durant plusieurs siècles sur ces textes, sur ces sources finalement de chansons grivoises, de chansons paillardes, de textes non érudits? Comment l'expliquer qu'on soit passé au travers? Alors, je pense que l'histoire de l'art est passée au travers de pas mal de choses pendant longtemps. Vous avez dit tout à l'heure que j'étais historienne de l'art. Je le suis, je le revendique. Je ne sais pas si c'était accusé ou félicité à une époque de faire de l'anthropologie. Hans Belting vient de mourir, il nous a appris qu'il fallait regarder ailleurs, regarder aussi ailleurs, c'est-à-dire regarder nos méthodes, regarder les œuvres, essayer de les analyser en interne, mais regarder ailleurs aussi. Alors, c'est pas tout à fait une réponse par rapport au livre de Stéphane Toussaint, mais il y a aussi un autre traumatisme. Vous avez parlé des années 1570, tu as parlé des années 1570, Stéphane. Il s'agit de ce rigorisme moral, de ce retour de bâton de la morale du Concile de Trente. Et cette pudeur, je crois qu'elle a été très longtemps celle des historiens de l'art, des messieurs d'abord, très souvent et très longtemps des messieurs, et des messieurs qui représentaient un milieu social, intellectuel, où on regardait d'abord et surtout des textes sérieux. L'histoire de l'art, c'était la grande histoire de l'art, c'était une affaire de high and low. Donc que le grand Botticelli ait pu se délecter, que le grand Laurent le Magnifique ait pu avec lui se délecter, que Policien ait pu se délecter de choses comme cette chanson de la coquille, je crois que c'était très gênant. Donc l'iconologie de Panofsky, Panofsky n'est plus à la mode, mais je lui garde beaucoup de tendresse et je le relis et le relirai toujours. Mais Panofsky, il regardait des textes sérieux. Et voilà, donc c'est une sorte de censure, de fermeture de la discipline, peut-être jusqu'aux années 2000, qui a duré donc très longtemps. Alors nous allons entendre tout de suite un extrait de votre livre « L'invention du corps », paru chez Flammarion en 1997, livre qui a été réédité en 2006 dans une collection souple et que vous pouvez retrouver sur Internet. Pauline Moulaine, nous vous écoutons. La première conquête dans la représentation d'un corps est l'invention du raccourci. Elle substitue à des silhouettes inscrites longitudinalement dans l'image des représentations de corps totalement ou en partie échelonnées selon un point de fuite. Cette conquête ne se produit naturellement pas d'un coup. Elle s'effectue progressivement au fil des générations dans les ateliers. Dans les derniers siècles du Moyen Âge, en effet, les artistes passent d'un style essentiellement graphique à une tentative pour évoquer les volumes. Le XIVe siècle italien, placé sous le signe de Giotto, constitue le moment clé où se produit cette mutation. Sur une enluminure exécutée en Italie au début de la seconde moitié du XIIIe siècle, un Christ bénissant, qui se détache sur un fond décoratif épousant plus ou moins la forme de sa silhouette, est déployé latéralement plutôt qu'assis dans la profondeur d'un trône que l'artiste a pris garde de ne pas figurer. Toutes les parties visibles du corps, qu'elles soient dénudées ou suggérées par le contour de la robe, s'épanouissent dans leurs dimensions objectives. Le visage est vu de face, comme le buste. Les pieds sont peints à l'oblique, comme s'ils étaient inclinés. Les mains, pour leur part, sont conçues de telle sorte que la taille et la forme de la paume et des doigts ne sont nullement affectées. La gauche est posée sur le plat du livre, sans que l'extrémité des doigts se rabatte sur la tranche. La dextre bénit, en un geste artificiel qui rejette l'annulaire et l'auriculaire sur la paume, jusqu'à toucher le pouce au lieu de les montrer repliés, les deux dernières phalanges seules apparentes. Quant aux parties du corps que la perspective devrait faire voir en fuite, elles sont habilement masquées.
La cuisse droite est déployée sur le côté, ce qui lui rend ses dimensions exactes. La gauche est cachée sous le pli du tissu. Les deux avant-bras sont dissimulés par le livre ou de nouveau par un drapé. Il faut attendre le XVe siècle pour qu'une nouvelle étape soit franchie. Les peintres, spécialement ceux du nord de l'Europe, se mettent à exécuter des corps de 3/4, en particulier des portraits. À cette époque apparaissent les premières figures entièrement en raccourci. Si des silhouettes tassées sur elles-mêmes se découvrent déjà dans l'art de Giotto, l'invention de personnages disposés de telle sorte qu'on ne voit qu'une partie de leur corps, déformé par la perspective, date en effet de la période décisive des années 1420-1430. Dès 1423, au premier plan de la Pala Strozzi, Gentile da Fabriano place un écuyer agenouillé, recroquevillé sur lui-même, occupé à rajuster les éperons du plus jeune des mages. 2 ans plus tard, Masaccio peint le corps de Saint-Pierre accroupi et ramassé sur lui-même dans la scène du tribut. Le motif se diffuse ensuite hors d'Italie. En 1432, un raccourci très semblable apparaît dans le retable de la Madeleine peint par l'Allemand Lucas Moser. Un moine s'est endormi, lourdement appuyé sur les genoux de la Sainte Femme, n'offrant plus au regard que ses bras repliés, son crâne tonsuré et le haut de son visage. Nadège Lannéry-Dagen, on comprend bien à l'écoute de ce texte que l'invention du corps, le corps est quelque chose qui s'invente dans le temps de l'histoire de l'art. À partir de quand peut-on véritablement parler de représentation du corps? Votre livre commence par exemple sur l'invention de l'ombre par Masaccio. C'est le phénomène qui donne naissance au corps ou alors c'est le mouvement? Je crois que c'est l'acceptation du corps comme matérialité. Pendant tout le Moyen-Âge chrétien, le corps c'est le péché et le corps c'est une enveloppe, l'enveloppe charnelle qui va périr un jour alors que l'âme est éternelle. Donc pour raconter des histoires au Moyen-Âge, avant le XIIIe siècle disons, mais il n'y a pas une date si précise que ça, avant le XIIIe, avant le XIVe, selon les lieux. Les corps sont des signes. Il est très difficile de voir, il y a un homme, une femme, ils ont la barbe ou pas, ils ont un manteau de tel type ou pas. Il est difficile de voir les âges, la barbe est blanche, d'accord, donc il est vieux. Mais pourquoi personnifier, pourquoi individualiser ces corps? Et puis, pour toutes sortes de raisons, le changement de commanditaire, l'arrivée d'une nouvelle spiritualité mendiante, plus proche des gens, ça ne tient plus. C'est-à-dire que, après tout, le corps, il a été fait par Dieu dans la Genèse. Donc, nier ce corps, c'est aussi oublier de célébrer l'œuvre de Dieu. Sauf qu'on part de loin, si je puis dire. On a oublié Rome, on a oublié les représentations romaines, soit on a détesté les représentations antiques au point de casser les statues pendant très longtemps qui sortaient de terre. Et puis passer des 3 dimensions de la statuaire aux 2 dimensions de la peinture, c'est compliqué. Donc il y a toute... À partir de ce moment, au fond, anthropologique, où on accepte le corps, et si j'étais partie de l'ombre, c'est que l'ombre, elle montre que le corps est dense, est physique, qu'il arrête la lumière de Dieu aussi. Elle peut s'arrêter, elle peut se casser sur le corps. À partir du moment où on se donne le projet de représenter le corps, il y a tout un alphabet et une grammaire à apprendre. Il y a toute une lexicologie à mettre en place. Je ne crois en aucun cas qu'il y ait un progrès général dans l'art, certainement pas. Mais quand on se donne un projet, la mise au point des techniques par rapport à ce projet, oui, progresse au fil des générations, au fil des expériences, des ateliers et des maîtres. Stéphane Toussaint, il y a 2 corps dans Mars et Vénus. Un entièrement vêtu, celui de Vénus, c'est plutôt étonnant pour l'époque. Alors on a compris votre proposition, mais en même temps il aurait pu quand même aller dans la sensualité. Vous avez parlé de cela. Pourquoi, selon vous, il l'a complètement habillé? Pour accentuer son propos? Ce sont 2 corps en compétition.
On a l'habitude de penser et de croire que c'est l'exaltation du corps féminin qui prime à la Renaissance, le culte de Vénus. Or, nous nous trouvons ici dans un cas totalement inversé et renversé pour le cas du corps de Mars, qui lui est nu, dénudé. Les spécialistes de Botticelli considèrent que c'est le plus beau nu masculin, si ce n'est de la Renaissance, en tout cas de Botticelli, alors que Vénus est soigneusement sigillée dans son habit de taffetas et de soie. On n'en voit qu'un pied, à vrai dire, et ce visage boudeur, mais mélancolique, certainement froid et éloigné par rapport à la scène. Il y a donc ce déséquilibre qui est frappant par rapport à toute la série des Mars et Vénus dont on peut dresser le catalogue dans l'histoire de l'art depuis avant Botticelli, pratiquement jusqu'à Rubens, où, en général, Vénus est nue ou dénudée et Mars est en armure. D'où la légitime perplexité qui peut nous animer et nous faire réfléchir devant ce tableau, où la tonalité satirique est une tonalité, bien sûr, très subtile, mais très présente et très pénétrante. Alors la satire dans la peinture de Botticelli, ça effectivement c'est une chose qui est nouvelle. Il y a des travaux très beaux sur la satire, je pense notamment au livre de Francesca Alberti sur la peinture facétieuse, sur le sourire en peinture. Mais là nous sommes en plein Quattrocento, dans la célébration canonique de ce que Warburg appelait la Vénus libérée de la barbarie médiévale. D'où le grand paradoxe de ce Mars botticellien. Alors malgré tout, elle est entièrement vêtue, mais vous montrez que dans les plis de sa robe, il y a une évocation, et notamment de plaisir solitaire. Donc le corps de Vénus est évoqué subtilement. Nadège Lannéry-Dagen, lorsque vous publiez ce grand livre en 1997, vous m'avez confié que les écrits sur le corps dans l'art étaient quasi inexistants. Cela m'a étonné, compte tenu de ce sujet qui traverse l'histoire de l'art. Oui. Pourquoi le corps a-t-il été un impensé ou un regardé aussi longtemps ? On pensait le nu, et le nu féminin en particulier. On se souvient tous du livre de Kenneth Clark, qui nous paraît un petit peu passé, sinon dépassé, sur le nu. Mais la question du corps en général, non, réellement, elle n'existait pas. Je me souviens avec un peu d'émotion de mon éditeur d'alors, chez Flammarion, Jean-François Bariel, disparu beaucoup trop tôt. Et c'est l'époque où c'était pour moi, c'était vraiment mon premier livre, mon premier vrai livre. Et je pensais qu'il me fallait beaucoup de temps, je croyais qu'il fallait beaucoup de temps pour écrire de l'histoire de l'art, c'était vrai d'ailleurs. Et il m'avait pressé parce qu'il y avait une sorte de course d'édition. C'est l'époque où Georges Garello, Alain Corbin et d'autres, cette grande opération Courtine portait au Seuil, donc chez un autre éditeur, sur une énorme histoire du corps qui finalement devait avoir 3 fois 500 pages, 3 volumes. Et le premier volume était destiné à paraître. Et il y avait donc cette étrange situation de la course des éditeurs à se saisir d'un sujet neuf qui était le corps. Et je me souviens de Jean-François Bariel, me disant, bon, allez, on le fait, mais il faut le faire très 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 vite, sinon il n'existera pas votre livre. Bon, en fait, je l'ai fait relativement vite et le livre collectif, comme ça arrive souvent chez les livres collectifs, est arrivé bien plus tard. Mais c'était un sujet neuf. Alors votre thèse portait sur la représentation de la ville en Toscane, c'est ça ? Alors comment en êtes-vous arrivé au corps et pourquoi le corps ? Qui est depuis ce livre-là, votre sujet de recherche, on en a parlé tout à l'heure, oui. Constant. Oui, constant, avec des incursions ailleurs. Mais grosso modo, je crois que si on a une idée, une obsession dans sa vie, c'est déjà pas mal, hein, donc je ne vais pas en changer maintenant. Et mon obsession n'était certainement pas l'iconographie de la ville. Je dirais que c'était une grande erreur de course. Parce que dans les années 80, vous savez, l'histoire de l'art, personne ne savait exactement ce que c'était et si c'était sérieux en France. Les études très académiques que j'ai faites me conduisaient
à une agrégation. Il n'y avait pas d'agrégation, bien entendu. Donc c'était la philosophie pour Stéphane, ce fut l'histoire, plus modestement et prudemment pour moi. Donc j'ai fait une thèse d'histoire. Et l'architecture, c'est très beau, j'aime beaucoup l'architecture, mais ça manquait singulièrement de sensualité. Et donc le corps, waouh, quel repos et quel bonheur, même en abordant le nu d'ailleurs. Puis le corps, c'était en effet... c'était toute la richesse de nos angoisses. Hein. Le corps, c'est pas seulement le nu sensuel, qu'il soit hétérosexuel ou correspondant à un désir homosexuel. Le corps, c'est aussi nos angoisses. Je parle parce que j'ai un corps et que ce corps est vivant. Et je veux que ça dure. Et j'étais aussi tout à fait passionnée. Ce livre a été publié, L'invention du corps, avec un grand médecin qui vit encore et qui était le directeur du service d'anatomopathologie de l'Hôtel Dieu. Voilà. Alors de sensualité, il va être question dans quelques instants, puisque nous allons lire un nouvel extrait de votre livre, Stéphane Toussaint, par Pauline Moulaine, que je vous présente. Pauline Moulaine, vous êtes comédienne de théâtre, mais nous vous avons vu également sur grand écran dans Les Parfums de Grégory Magne, aux côtés d'Emmanuel DeVos. Vous avez commencé votre carrière au sein de la troupe de la Comédie de Valence. Vous avez incarné Madame de Volanges dans Les Liaisons dangereuses, tiens, on y revient, au théâtre de l'Atelier, mise en scène par John Malkovich. Récemment, nous vous avons vu dans le spectacle La femme au marteau de Sylvia Costa. Actuellement, vous préparez une tournée en France dans le Tartuffe de Jean de Pange, pièce dans laquelle vous incarnerez le personnage de Dorine. Pauline Moulaine, c'est à vous. Nous venons de quitter la tête somnolente de Mars, et traditionnellement, les instincts embrassent la Terre. Tout au bas de l'image, à l'aplomb du pénis invisible du dieu que simule son index recroquevillé, Vénus tend vers Mars, en pleine lumière, un pied blanc et sinueux dans l'herbe. Les Freudiens crieront au substitut phallique. Qui leur donnerait tort? Déjà, nous dit Jean Toscan, spécialiste de ces questions, le pied vaut, dans la littérature gaillarde de l'époque, pour l'organe viril, tandis qu'un auteur plus récent étend cette signification au derrière. Mais Mars flappy, pardonnez la franche expression, n'en bande pas pour autant puisqu'il se rétracte. Il y a cette débandade. Elle serait non pas post, mais antecoitum. Il y a ce pied botticellien, justement dit de Vénus, à l'orteil plus long que le pouce, marquant une distinction gracieuse. Il raffine la partie de l'anatomie au contact du sol avec sa petite pointe de charme indéfinissable. Par son étirement, cette coquetterie digitale magnifie la femme, belle, de la tête aux pieds. L'élongation de sa silhouette, accentuée par une voûte plantaire très arquée, contribue encore à détacher du sol la déesse. Seuls les esprits grossiers, comme notre époque en produit à foison, moqueront ce corps serpentin sans écouter ce qu'il énonce. Sans le docteur Freud, la critique moderne, aveugle, avance à tâtons, ignorant la pleine signification de ce pied-là. Du temps de Botticelli, on s'en doute, il n'a rien de psychanalytique. Une explication spécifique du pied botticellien existe dans les manuels de physionomie du Moyen-Âge. Je limiterai ma remarque au seul cas d'un personnage fascinant, Bartolomeo della Rocca, surnommé Coclès, qui présente l'avantage, quoique de Bologne, d'appartenir à la génération de Botticelli. En 1504, Coclès publie donc sa résurrection de la chiromancie et de la physionomie. On y lit cette remarque. Tous ceux qui ont les chevilles enrobées et qui ont les articulations arrondies ont une âme féminine et appartiennent au genre féminin. Elle est suivie de cette autre notation concernant la signification des pieds. Ceux qui ont des pieds élégants et délectables à regarder, ceux-là sont plus des êtres doux que vigoureux, et leurs mœurs sont naturellement attribuables au sexe féminin.
Merci Pauline. Alors Stéphane Toussaint, c'est une vraie analyse de texte visuel que vous nous faites. Peut-on lire un corps comme on lit un livre, comme une succession d'attributs soigneusement choisis par le peintre pour nous dire quelque chose, où les gestes finalement, ceux de Vénus et de Mars, remplaceraient la parole? On a parlé de physionomie, et nous avons là avec nous une grande spécialiste de la physionomie. Le corps est un système de signes pour l'humanité du Moyen-Âge et de la Renaissance. Cette idée que l'extérieur, la surface corporelle, révèle en réalité un secret profondément enfoui est une idée qui est absolument capitale pour interpréter la représentation des corps à l'époque. Aujourd'hui, nous ne sommes plus physionomistes, où on nous apprend qu'il ne faut pas croire ce que montre le corps. En l'espèce, Botticelli travaille sa hiéroglyphique du corps, tous les signes du corps, le front, l'œil, les doigts, signifient quelque chose. Mais pas seulement pour Botticelli, dans la poésie de l'époque, c'est exactement la même chose. Si on prend les descriptions des grands héros de l'Antiquité ou les descriptions des chevaliers qui sont à l'époque encore un thème burlesque, mais un thème littéraire très important, nous voyons que l'attention du poète, l'attention du peintre est focalisée sur un certain nombre d'éléments clés qui vont permettre de faire parler la peinture. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut lire le corps comme un texte? En un certain sens, oui. Mais il faut aussi lire le corps comme une chanson, puisque nous avons affaire ici à une chanson grivoise qui exalte certaines parties du corps, aux dépens d'autres parties, bien sûr. J'imagine, Nadège Lannéry-Lagen, que vous êtes d'accord avec cela. Il y a un chapitre dans votre livre qui s'intitule « Le corps, miroir des émotions ». Oui. Alors, il y a des émotions et il y a le caractère. Ce n'est pas la même chose. Lorsque Vénus boude, en quelque sorte, lorsqu'elle fait la moue, car elle a le visage tout à fait fermé, c'est une émotion passagère. Lorsque Mars, invraisemblablement renversé en arrière, très très rare représentation pour un corps masculin, rêve, on a le sentiment que c'est une émotion passagère. Et puis, il y a les signes de caractérologie, et c'est autre chose, c'est-à-dire des signes permanents. Alors, à une époque, ça a été des rides, ça a été des points de beauté placés dans des endroits très stratégiques. C'est, par exemple, un gouvernant doit avoir un grand nez fort. Et puis, en effet, c'est le pied et le doigt de pied de Vénus. Alors, je ne suis pas sûre que tout le corps, chez Botticelli ou chez d'autres, doit faire l'objet d'une réflexion morceau par morceau. Une peinture, c'est pas un puzzle. Peut-être est-ce que ce serait la seule objection que l'on ferait, non pas au texte, mais à la tristesse de tout élucider. Mais ça, c'est notre travail que de tout élucider dans un tableau. Mais il y a des signes corporels sur lesquels se marque traditionnellement la parole. Et les peintures sont des objets à faire parler beaucoup au XVe siècle et au XVIe siècle. Le milieu qui peut se permettre de commander de telles peintures et de les montrer aux pairs, bien entendu, est un milieu où on parle. Le Balthazar Castiglione, c'est un tout petit peu plus tardif, c'est le tout début du XVIe siècle, c'est publié un petit peu plus tard, dans les années 20. Castiglione, dans Le Courtisan, dit que le prince, que l'homme noble, le courtisan, l'homme de noble, doit apprécier la peinture et doit en parler. Donc ce sont des objets à parole. Et pour que ce soit des objets à parole, il faut d'une certaine manière qu'on puisse verbaliser. Bref, lire un corps. C'est un peu moins drôle parce qu'on a envie de jouir la peinture. Poussin disait c'est de la délectation. La peinture est faite pour la délectation. Elle est faite aussi pour alimenter la conversation, même si c'est triste à dire. Alors, il y a la délectation aussi de la lecture du corps, parce qu'il y a une hypersensibilité à l'observation des signes. Le regard de l'époque est beaucoup plus malin, beaucoup plus subtil que le nôtre. On dit qu'il y a une crise de l'art moderne. Il n'y a pas de crise de l'art moderne, il y a une crise du regard. Et le regard de la Renaissance est infiniment plus subtil que le nôtre. Donc, il y a une jouissance à décoder le signe du visage de l'autre, et son corps aussi.
On peut parler à la Renaissance en levant le petit doigt et faire comprendre plein de choses, ou en baissant simplement le visage, ou en inclinant le cou. Et ça, ce sont des subtilités qu'il faut absolument apprendre à déchiffrer. Alors nous allons entendre un nouvel extrait de votre livre, L'invention du corps. Mais avant, j'ai une question. Il existe des manuels d'anatomie, vous en parlez, hein, vous leur consacrez un chapitre à ces manuels. Existe-t-il des répertoires de formes pour les peintres, à destination des peintres, où on dit que tel pied signifie telle chose, tel nez, vous en avez parlé, signifie tel caractère? Alors, il n'y a pas de répertoire au sens où il y a des répertoires, des codes de symboles et d'allégories. Mais oui, c'est un savoir extrêmement répandu lorsqu'il s'accroche à certains signes. Donc, et répétitif, c'est-à-dire que quelque ouvrage que vous preniez, et l'imprimerie en a publié beaucoup, et de toutes sortes de tailles, vous retrouvez toujours les mêmes exemples. Et puis, vous avez, avec Giovan Battista della Porta, par exemple, vous avez des manuels qui sont illustrés. Et la force des images, reprises ensuite au XVIIe siècle par Lebrun, tel museau signifie qu'on est malin comme un renard, telles grandes oreilles, écoutez, nous en avons gardé quelque chose. Ce sont des oreilles d'âne, donc on est un imbécile. C'est très facile, finalement, ces choses-là. Alors, nous allons écouter un nouvel extrait de votre livre où il est question de sensualité. Nous en avons parlé. Pauline Moulaine, c'est à vous. C'est avec Giorgione que naît véritablement la peinture d'une chair qui semble faite pour être touchée. Dans sa Laura, le modèle découvre son sein. Le contact léger d'une écharpe et celui de la fourrure du manteau sur la peau se conjuguent avec le scintillement des couleurs passées, sans ligne de contour, sur une toile à la trame choisie volontairement grossière, si bien que l'impression visuelle se transforme en un effet tactile et que le spectateur croit sentir la chaleur, la douceur et le grain de la peau. Ailleurs, dans la Vénus endormie de Dresde, la suggestion du toucher est suscitée par un procédé de mimésis. Saisie dans une pose promise à une longue célébrité, le bras levé découvrant la chair tendre de l'aisselle, la déesse endormie s'oublie, la main posée sur le pubis et les doigts se perdant dans l'entrejambe. Le spectacle de cette main est destiné à provoquer chez celui qui regarde une impression qui en appelle au toucher autant qu'à la vision. Chez Titien, dont la tradition veut qu'il ait terminé la Vénus de Giorgione et laissé inachevée par la mort du peintre, le même geste est reproduit librement, avec une sensualité plus indiscrète, puisque dans la Vénus d'Urbain, exécutée une trentaine d'années plus tard, la dormeuse, cette fois, est éveillée. Le jeu entier des frôlements est plus évidemment provoquant. La main gauche de la femme tient un bouquet. Ses doigts s'égarent entre les feuilles et les pétales, comme entre les boucles d'une toison virile. La chevelure, soigneusement tressée dans la Vénus de Giorgione, se répand ici en mèches douces qui chatouillent les épaules. L'abandon béat d'un corps livré à la caresse, la tête reposant mollement sur l'oreiller et les jambes ouvertes, la peau offerte au contact d'un tissu délicat ou attendant la fraîcheur d'une pluie d'or, se retrouve dans les deux Danaé de la maturité de Titien. Dans cette période tardive de sa carrière, il utilise une manière nouvelle de peindre, qui traduit la chair dans une pâte pigmentaire pas forcément épaisse, mais fragmentée et onctueuse, vibrante et grasse comme peut l'être un tissu humain. Ce traitement ne s'applique pas seulement au sujet érotique. Dans la Vierge de douleur aux mains jointes, des gouttes de matière faites d'un blanc pur se superposent à la couche de couleur, formant la carnation. Pour évoquer les larmes qui perlent à la paupière rougie de Marie et coulent le long de ses joues, tandis que les doigts crispés gravent des sillons blancs dans les mains peintes d'une pâte riche. Dans les tableaux de nus féminins,
L'exécution à coups de brosse, à tâche et en empattement, avec parfois la trace des doigts du peintre et non du pinceau, revêt une signification érotique puissante. Alors nous avons parlé de sensualité, mais à la lecture de votre livre, on comprend que le corps dans l'art, ce n'est pas que ça non plus. Il y a aussi les monstres, il y a aussi la laideur. Eh oui. Un corps, c'est un corps normé, et c'est un corps qui échappe à la norme, c'est un corps qui fait envie, c'est un corps désirant, et il faut montrer le désir, et c'est un corps désiré. Mais c'est un corps aussi qui inquiète, qui attire. Les monstres, c'est horrible de dire les monstres, mais l'expression que nous employons aujourd'hui, par exemple, pour les nains, qui étaient regardés comme par Ambroise Paré au XVIe siècle comme des monstres et des prodiges, elle était bien des monstres. Mais monstres ne signifiait pas nécessairement horreur. C'est-à-dire c'était des monstres et des prodiges. C'était prodigieux. C'était la fascination, baroque avant la lettre si vous voulez, pour ce qui n'est pas régulier. Baroque, c'est la perle qui n'est plus ronde, qui est ovale, qui est irrégulière. Et je dirais trop de corps normés par la physiognomonie, par les canons des proportions, ça pouvait finir par être un peu ennuyeux. Ça pouvait finir par être un peu ennuyeux. Donc la recherche de corps autres, dans un temps où la curiosité intellectuelle est immense, beaucoup d'autres que moi ont fait l'histoire des cabinets de curiosité, eh bien, ces autres corps suscitaient une intense curiosité. Le nain Morgante, qui portait le nom d'un géant, d'après un texte célèbre que tu as cité, je crois, Toussaint, a été sculpté, peint, infiniment représenté. Un très grand tableau de Bronzino le montre de face et de dos dans sa nudité. Pauvre nain Morgante. Alors Stéphane Toussaint, vous nous mettez en garde, nous lecteurs, contre nos pruderies contemporaines. Là encore, je vous cite, les prudes que vous qualifiez d'émasculateurs. Je vous cite encore une fois. De nos jours, l'insupportable n'est plus la sodomie en soi, réduite à un petit trou, mais le grand divorce qu'elle instaure dans nos facultés entre l'intelligence lucide et la commémoration des gloires artistiques, parfois poussées jusqu'à la paralysie critique. Expliquez-nous cela, Stéphane Toussaint. Alors, le mot démasculateur, en réalité, était destiné à mettre en évidence le fait qu'il existe tout un corpus de littérature italienne. Je suis philosophe, mais aussi italianiste, et je tiens beaucoup à cette qualification. Il existe tout un corpus de littérature italienne qui est donc une littérature satirique, obscène, lubrique même dirait-on aujourd'hui, mais qui se sert d'une extrême richesse lexicale, au point que le message en est souvent troublé ou effacé. Et on considère que cette littérature est une littérature beaucoup plus qu'obscène, une littérature absurde. Et quantité d'auteurs vous expliquent par exemple que des poèmes de Pulci, de Matteo Franco, ont été écrits pour le plaisir d'écrire, un peu comme les surréalistes écrivaient des textes en liberté. Ça, c'est une façon habile, intelligente, de tourner le dos à la réalité de l'époque et de ne pas vouloir voir la signification double, le sous-entendu, le second sens qui se cache derrière ces chefs-d'œuvre, parce que ce sont des chefs-d'œuvre de la littérature italienne. Voilà en quoi je stigmatisais les émasculateurs, et je crois qu'effectivement, bien sûr, il y a une pruderie derrière tout cela, qui est une pruderie tout à fait compréhensible. Nadège tout à l'heure parlait du sérieux de Panofsky. Les auteurs qui ont été un peu moins sérieux que Panofsky, comme Edgar Wind, son grand rival, avaient parfaitement senti l'ambivalence de la Renaissance et avaient parfaitement saisi et rendu dans ses études la nécessité de jouer avec les images, car ces images recèlent justement un jeu. Et c'est en cela, je crois, qu'il faut bien réaliser que Botticelli ne peint pas pour l'Académie. Botticelli peint pour lui, Botticelli peint pour son monde. Et c'est un monde qui pratique quotidiennement l'auto-ironie, le burlesque, la satire.
Alors vous nous mettez en garde aussi contre les lectures militantes que l'on pourrait être tenté de faire de ce tableau ou des tableaux en général. Moi, je voulais vous poser une question, Nadège Lannéry-Deschain, sur les études genrées, militantes, féministes, qui n'étaient pas à la mode encore quand vous avez travaillé en France, commencé à travailler en France dans les années 90 sur ces sujets-là, qu'il était aux États-Unis, mais pas chez nous. C'est venu depuis, dans les années 2005-2006. On se souvient de l'exposition, elle, à 300 de Pompidou. Qu'est-ce qu'une lecture de ce type, militante, on va dire, peut-elle changer dans l'histoire de l'art? Et puis peut-être quels sont les écueils à éviter? Les écueils à éviter, c'est le militantisme. Je veux dire, on n'est pas obligé de s'intéresser aux études de genre, aux études de race, aux études postcoloniales. En étant militant, il y a... Lorsque le livre a été republié, c'était un livre de 97, donc il a été republié, je crois, je ne sais plus, 2007, 2008, 2006. Il y avait eu un grand écart, mais il y avait eu un écart considérable, subitement. Et mon éditeur m'a dit, est-ce que vous voulez le reprendre, un petit peu l'aménager? J'ai dit oui, bien sûr, pleine de bonne volonté. Et puis j'ai regardé et je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Parce qu'il ne s'agit pas d'aménager dans le détail, il s'agit d'introduire de véritables sujets. C'est-à-dire, après tout, tous ces corps de nus sont peints par des hommes et pour des hommes, sauf dans l'exception de Mars et Vénus, mais c'est... donc, est-ce que je dois introduire subitement à l'intérieur de cela le fait que, ben voilà, c'est un regard d'homme? Qu'est-ce que j'ai fait des hommes noirs? Je l'avais fait un petit peu, mais évidemment de façon tout à fait insuffisante. En fait, il fallait changer le compas complètement. Il y a des sujets qui se sont totalement imposés à moi, et je dois dire à nous, les historiens de notre génération, et je dois dire, je crois que j'ai je les en remercie, quelques étudiants dans le public, c'est grâce à nos étudiants, c'est-à-dire à des gens qu'on avait formés et qui étaient jeunes par définition, et qui sont venus nous voir 10 ans après, devenus des jeunes collègues, et qui m'ont dit, vous savez, les études de genre, enfin tout cela, vous disiez que c'était pas très intéressant, mais peut-être que vous avez tort. Et alors là, où on choisit d'être complètement aveugle à ce qui se passe, où on se dit, mais si des gens pour lesquels j'ai de l'estime vous disent ça, il faut peut-être regarder. Et je crois que je n'écrirai plus le livre comme je l'ai écrit. Je pense qu'il avait, et je l'ai republié tel quel, et j'en suis heureuse, il a eu son intérêt, mais aujourd'hui, je ne l'écrirai plus ainsi. Et ces études sont-elles faites aujourd'hui? Vous voyez ces recherches avancer? Il y a des publications? Vous êtes... Oui, il y a des publications, mais le livre, entre autres de Stéphane Toussaint, n'aurait pas pu exister, je le crois vraiment, dans les années 2000. Le regard était tout simplement non libéré d'un certain nombre d'impossibilités, d'interdits, oui, d'impossibilités de penser et de voir d'une telle ou telle manière. Oui, bien sûr, je ne sais pas si je suis une féministe militante, mais il m'est impossible de ne pas voir aujourd'hui la signification d'une verticale plutôt masculine, d'une horizontale plutôt féminine. Je pense tout simplement à un tableau que j'ai récemment commenté devant mes étudiants, le massacre des innocents à Chantilly, un énorme et magnifique poussin. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la violence des hommes qui va tuer les femmes et leurs enfants. Les femmes, c'est presque des dommages collatéraux, c'est parce qu'elles défendent leurs enfants. Et cette épée qui s'abat sur un enfant, tenu au sol horizontal avec la mer courbée dessus, cette épée de cet homme, de ce guerrier, est soutenue par des colonnes impressionnantes. Bon, ça, je ne l'aurais jamais vu dans les années 2000. Et ça explose au regard. Ça ne veut pas dire que Poussin a pensé la colonne, bien entendu, mais il y a une forme que prend la pensée, et cette forme est modelée par la société de son temps. Stéphane Toussaint, votre livre n'aurait pas pu exister il y a 20 ans. Peut-être, comment le savoir. Le livre naît d'une nécessité de conjuguer plusieurs disciplines.
Il est certain qu'il y a 20 ans, il n'était pas d'usage pour un historien d'art de faire de la philosophie, pour un philosophe de faire de l'histoire de l'art, et pour un italianiste de s'intéresser à la philosophie et à l'histoire de l'art. J'ai essayé cette triangulation bizarre par pur plaisir, hein, par bonheur de le faire. J'ai la chance de faire un métier qui me remplit de bonheur et j'ai essayé de le partager avec le public. Mais la question de la militance, pour le cas spécifique, puisque vous me posiez de la question de Mars et Vénus, tombe mal, puisque si on lit, comme on a pu le lire, ce tableau comme une exaltation du pouvoir de la femme, à ce moment-là, Botticelli a monté une machine infernale. Alors nous approchons de la fin de cette émission, mais je voulais aborder un dernier point avec vous, Nadège Lannéry-Dagen, sur le corps qui est aussi celui de l'artiste, celui qui peint, celui qui sculpte. Vous avez dirigé un colloque avec Caroline Archat sur l'art au risque de l'âge, et on peut retrouver les actes de ce colloque dans ce livre passionnant, vraiment passionnant, qui est apparu aux éditions du CNRS. C'était en 2021. Qu'est-ce que l'âge fait à la création? Qu'est-ce que l'âge de l'artiste? Alors ça, s'il y a quelque chose qui reste à ouvrir et à travailler, ce n'est plus tant le corps représenté que le corps de l'artiste. On a regardé l'art comme une chose essentiellement intellectuelle, mais c'est difficile de peindre quand on a des rhumatismes. Le livre est né tout simplement de la connaissance de gens, d'artistes autour de moi, autour de nous, que nous avions connus quand ils avaient 50 ans dans la force de l'âge, il et elle, et que 30 ans après, on avait 80, mouraient ou tremblaient. Quand on veut dessiner et qu'on se met à trembler, qu'est-ce qui se passe? Quand on veut peindre de grands tableaux et qu'on ne peut plus bouger, qu'est-ce qui se passe? Alors, a fortiori, quand on est un sculpteur. Et voilà comment est né tout simplement de voir les artistes autour de nous se colter avec ces grosses difficultés, ce livre sur l'âge de l'artiste. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup dans la taille aussi des œuvres représentées, lorsqu'on ne peut plus que s'asseoir à sa table, lorsque Matisse cesse de pouvoir peindre, et c'est pas l'âge, c'est la maladie, et fait ses papiers découpés, ça c'est quelque chose qui est su, mais je crois que dans ce livre, on a découvert beaucoup d'autres choses. Et puis, quand est-ce que ça s'arrête, une œuvre d'artiste? Quand est-ce qu'un artiste qui souffre d'Alzheimer, par exemple, ou de Parkinson, meurt? Et qu'est-ce qu'on fait avec son œuvre tardive, ou qu'on lui a fait faire des tableaux? Je pense à De Kooning. On le met dans l'œuvre, on le met dans le catalogue, ou on trahit, et que le marché en veut cependant. Qu'est-ce qu'on fait? Ce sont des problèmes éthiques aussi, moraux. Alors nous allons entendre Diderot dans un instant, mais avant de nous quitter et de vous remercier, 2 mots sur votre prochain livre, Les images impossibles, chez Gallimard en 2024. Oui, c'est sur ce que l'on peut cacher, ce que l'on peut montrer. Et les personnes qui avaient le droit de voir des nus, qui avaient le droit de comprendre un tel tableau, et les très nombreuses personnes à qui était interdit la vision ou la compréhension du vrai sens d'autres tableaux. Donc sur ce que Belting lui-même appelait les circuits visuels réservés. Et Stéphane Toussaint, vous allez continuer à travailler pour notre plus grand plaisir sur la peinture, sur la chapelle, c'est ça, Tornabuoni? Alors sur la chapelle Tornabuoni, oui, ça c'est une chose, un projet très cher d'essayer de donner au public des portraits d'humanistes. On parle beaucoup de l'humanisme et il y a quantité de portraits de représentation des humanistes qui attendent d'être lus et déchiffrés. Et puis j'ai quand même en tête, puisque j'ai dit du mal de Vénus dans Mensonge de Botticelli, une palinodie à Vénus pour me faire pardonner. Alors c'est une tradition, nous allons terminer cette émission par le coup de cœur. Ce sera Lucie Grandjean ce soir qui nous donnera son coup de cœur éditorial. Mais avant, j'avais envie d'écouter un dernier extrait. C'est un texte de Diderot, alors écrit en 1770, la parution. C'est extrait des 2 amis de Bourdonne, un conte de Diderot, Pauline, et qui donc parle du corps également, et de l'impossibilité ou de la déception que procure à celui qui la regarde l'image d'une tête ou d'un corps. Pauline Moulaine, nous vous écoutons.
Un exemple emprunté d'un autre art rendra peut-être plus sensible ce que je veux vous dire. Un peintre exécute sur la toile une tête. Toutes les formes en sont fortes, grandes et régulières. C'est l'ensemble le plus parfait et le plus rare. J'éprouve en le considérant du respect, de l'admiration, de l'effroi. J'en cherche le modèle dans la nature et ne l'y trouve pas. En comparaison, tout y est faible, petit et mesquin. C'est une tête idéale, je le sens, je le dis. Mais que l'artiste me fasse apercevoir au front de cette tête une cicatrice légère, une verrue à l'une de ses tempes, une coupure imperceptible à la lèvre inférieure. Et d'idéale qu'elle était, à l'instant, la tête devient un portrait. Une marque de petite vérole au coin de l'œil ou à côté du nez, et ce visage de la femme n'est plus celui de Vénus, c'est le portrait de quelqu'une de mes voisines. Je dirais donc à nos conteurs historiques, vos figures sont belles, si vous voulez, mais il y manque la verrue à la tempe, la coupure à la lèvre, la marque de petite vérole à côté du nez, qui les rendrait vraies. Et comme disait mon ami Caillot, un peu de poussière sur mes souliers et je ne sors pas de ma loge, je reviens de la campagne. Quel bonheur ce texte. Alors quel bonheur maintenant d'écouter Lucie Grandjean. Lucie Grandjean, vous êtes chargée de mission développement culturel à l'INHA et dans ce cadre, vous participez activement à la programmation et à l'organisation de l'émission de ce soir de l'art entre les lignes. Vous avez soutenu votre thèse en 2022 sur saisir l'horizon, la circulation de l'image panoramique à travers les États-Unis au XIXe siècle sous la direction de Ségolène Lemaine. Votre thèse vient d'ailleurs d'obtenir, bravo, le prix du musée d'Orsay qui récompense tous les ans une thèse d'histoire de l'art et qui lui apporte une aide financière à l'édition. Ce soir, vous nous parlez d'un ouvrage très original qui vient de paraître chez Actes Sud de Clémence Imbert et qui est intitulé « Les couvertures de livres, une histoire graphique ». C'est à vous, Lucie. Merci Fabien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre d'art sur les livres, enfin plutôt sur ce que l'on voit avant même de se plonger dans le texte, sur ce qui nous donne souvent envie de feuilleter un ouvrage plutôt qu'un autre, sa couverture. Clémence Imbert est historienne du design et dans son dernier ouvrage intitulé « Les couvertures de livres », paru en octobre dernier chez Actes Sud, elle propose de s'arrêter plus qu'un instant sur ce que l'on voit avant de lire, revenant sur les différents moyens qu'ont utilisés les éditeurs depuis le XIXe siècle pour promouvoir la production imprimée, unifier des collections ou justement faire sortir du lot certaines parutions. Peut-être peut-on commencer ce coup de cœur en s'attardant un instant sur la couverture même du présent ouvrage, pensée par la graphiste Anne-Laure Exbraya. Un jeu d'impression entre la première de couverture cartonnée et la jaquette transparente crée une typographie mouvante, conditionnée par chaque léger déplacement de cette dernière. Car tout l'intérêt de cette étude est de remettre au cœur du discours sur les livres les artistes que sont les graphistes, qui s'adaptent à la forme circonscrite de la première et dernière de couverture, où texte et image cohabitent. Clémence Imbert met en exergue les différences nationales qui entrent en jeu dans l'édition, entre une pratique française d'une certaine sobriété, on pense tout de suite à la fameuse collection blanche de Gallimard, une tendance européenne à la reproduction d'œuvres d'art dans les années 1980 sur les livres de poche, Botticelli n'y échappe pas, ou encore l'originalité qui caractérise les éditeurs anglo-saxons, qui font plus facilement appel, dès le XXe siècle, à des personnalités contemporaines pour orner les couvertures cartonnées. Elle aborde aussi, et c'est une force, des espaces géographiques moins connus du grand public français, en évoquant par exemple des éditions japonaises, russes ou encore suédoises. Les couvertures de livres est un beau livre, richement illustré, mais c'est aussi un livre d'histoire du graphisme. Pour Clémence Imbert, c'est ainsi l'occasion d'aborder l'évolution des liens entre éditeurs et graphistes et le développement d'un métier qui est d'abord celui du typographe vers une professionnalisation et une indépendance qui fait même émerger des stars de la couverture. Si l'on ne devait en citer qu'un, je pense à David Pearson qui à lui seul incarne la collection Great Ideas de Penguin. Et je citais là notamment sa couverture pour Walter Benjamin, L'art à l'époque de sa reproductibilité technique, une édition de 2008,
qui reproduit sans fin la tranche de la couverture, désarçonnant le lecteur qui ne sait plus s'il est face à un livre ou plusieurs. Ou aussi l'édition de 1984 de George Orwell, où le titre et le nom de l'auteur disparaissent derrière les traits noirs de la censure, pour réapparaître avec le temps et l'usure. Un travail graphique qui mène parfois, je plaide coupable, à racheter un texte que l'on posséderait déjà dans une autre édition. Chaque partie de ce riche ouvrage nous fait voyager à travers les époques, les tendances, les enjeux de chaque ouvrage représenté, et nous donne par cette histoire de l'art de la couverture envie de lire, de relire quelques ouvrages, et surtout de regarder à deux fois l'ensemble visuel qui se présente à nous lors de notre prochaine virée chez le libraire. Merci. Merci Lucie Grandjean. Je vais personnellement aller acheter ce livre dès demain. Alors avant de quitter, je vous signale, puisqu'on parle de livres sur l'art et de livres d'art, l'apparition de 3 livres récents sous la direction de François Mérès, un dictionnaire de muséologie qui est apparu chez Armand Collin avec le partenariat de l'ICOM. La muséologie, c'est l'étude des musées. Donc ce dictionnaire est très complet. On y aborde les catalogues, on y aborde les expositions, l'économusée, on y aborde aussi des questions comme le décolonialisme. Là, nous avons parlé à l'instant de graphisme. Et ben, il y a un livre sur le design. Voilà, c'est pas du graphisme, c'est du design, mais c'est à la marge aussi de l'histoire de l'art. Histoire, concept, combat, c'est chez Folio Essai, et c'est un inédit de Catherine Gilles et Claire Brunet. Et puis, ce livre, puisque nous parlerons en fin d'année, nous aurons une émission sur la bande dessinée qui vient de sortir chez Dargaud avec un sujet très original que personnellement je n'attendais pas en BD, mais qui fonctionne très bien. C'est Brancusi contre les États-Unis d'Arnaud Desbâches et qui reprend l'histoire du procès, vous vous souvenez, qui a opposé Brancusi aux douanes américaines dans les années 20 et pour lequel il a fallu obtenir la notion même, définir la notion d'art. C'est un procès historique. Je vous signale également la parution de l'Œil ce mois-ci, dans lequel nous avons fait le calendrier complet, ou presque, en tout cas le plus complet possible, des expositions sur toute l'année, des expositions à ne pas manquer. Alors, merci Nadège Lannéry-Dagen de nous avoir fait l'amitié de venir ce soir nous parler de vos livres, de vos recherches et d'éclairer avec Stéphane Toussaint cette notion de corps à l'épreuve. Merci Stéphane Toussaint, vivement votre prochain livre, nous sommes impatients. Je remercie aussi Éric Dechasset, directeur de l'INHA, Jean-Christophe Castelin, éditeur de l'Œil, Marie-Laure Moreau, Sarah Chiesa et tout le service communication qui travaille sur cette émission de l'art entre les lignes, Lucie Grandjean, chargée de mission développement culturel à l'INHA, que nous avons eu le plaisir d'entendre à l'instant, et Olivier Mabille de la bibliothèque de l'INHA qui m'aide à programmer et à organiser cette émission. Sans eux, cette émission n'existerait pas. L'ensemble des personnels de la bibliothèque qui rendent possible l'enregistrement de cette émission, puisqu'il faut savoir que la bibliothèque ferme un peu plus tôt pour nous accueillir, et nous les en remercions, comme nous remercions les lecteurs. Clotilde Mednarek, responsable des partenariats du magazine L'Œil, Marine Acker, chef du service des manifestations scientifiques et culturelles et tout son service, ainsi que la production qui filme cette soirée, retransmise sur YouTube et que vous pourrez consulter ensuite, bien sûr, qui est archivée sur la chaîne YouTube de l'INHA. Et je n'oublie pas Pauline Moulin. Merci pour vos lectures, Pauline. Je vous dis à bientôt, le 8 mars, et nous parlerons la prochaine fois d'art de la préhistoire. Merci à vous, bonne soirée et à bientôt. Merci. Merci.